Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Les pays de l'UEMOA se conforment aux normes qui visent une meilleure exploitation des ressources minières. Eh bien, c'est à travers une rencontre internationale qui s'est déroulée au Palais des Congrès. Sortie médiatique de l'autorité en charge des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou donne sa version des faits au sujet de la grève déclenchée par les enseignants de son département ministériel. Enfin, les producteurs de l'or blanc de la commune de Kandi sont dans la joie. Ils viennent de recevoir la deuxième décade du fonds coton d'un montant de 365 millions de francs CFA. À nouveau, bonsoir et merci de suivre ce 13h. Les coupures d'énergie électrique ne sont pas forcément des délestages. C'est le ministre de l'Énergie qui a apporté cette clarification. Jean-Claude Donna-Oussou en a profité pour saluer la mobilisation qui a conduit à la production déjà de 150 MW à Maria Gleta. Il est au micro de Bruno Roteco et Jérôme Hongbo. Des délestages peuvent entraîner des coupures, mais des coupures ne sont pas forcément cause de délestage. Il peut y avoir 1001 façons d'avoir des coupures et ça, ce sont des événements qui sont malheureusement inhérents à toute situation de système électrique. Je vous donne l'exemple. La semaine dernière, pour cause de neige en France, il y a eu plus de 260 000 utilisateurs qui ont été coupés et coupés pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, alors que le système électrique français est l'un des meilleurs du monde. C'est juste pour dire qu'il peut y avoir des événements du type que je viens de citer qui peuvent entraîner des difficultés. Est-ce qu'on peut demander, ce que je demande instamment, et le directeur général de la SBE également par rapport à ça, c'est de faire en sorte que chaque fois qu'il y a ces événements-là qui arrivent, qu'il y ait une réactivité nécessaire pour traiter ces questions de manière à rétablir le plus rapidement possible la population. Cette mobilisation historique jamais vue a permis, en moins de 6 mois, d'installer l'équivalent de 150 MW aujourd'hui opérationnels dans notre pays. À côté de ça, le gouvernement a lancé la réhabilitation de 30 MW de différents groupes qui ont la capacité de fonctionner, mais qui étaient à l'arrêt depuis des années, on ne comprend pas pourquoi. Notamment à Porto Novo, à Parakou, à Natitengu. Tout ça est en route et normalement ces 30 MW en plus qui viennent des 150 MW permettront d'ici à partir du mois de février, ils vont commencer à rentrer ces groupes-là petit à petit pour nous alimenter encore plus en énergie. Et une question à présent, comment conformer les pays de l'UEMOA au code minier communautaire en vue d'une meilleure exploitation, en vue d'une exploitation rationnelle des ressources minières? Eh bien, la question était au cœur d'un atelier de relecture du dit code et de ses règlements d'exploitation. Les travaux se sont déroulés à la CEB à Abomey-Calavi, Bruno Roteco et Jérôme Hongbo. Les sous-sols des pays membres de l'UEMOA recèlent d'importantes ressources minières. En 2000 et 2003, l'organisation sous-régionale a adopté une politique minière commune et un code minier communautaire. Aujourd'hui, elle entend actualiser les données dans un contexte gagnant-gagnant. La commission de l'UEMOA a décidé de réviser le code minier communautaire et d'élaborer des règlements d'exécution avec pour objectif de créer un environnement plus moderne et plus conforme aux exigences de compétitivité dans le contexte actuel de la mondialisation et d'assurer une exploitation durable des ressources minières et intégrées à l'économie des États membres. L'objectif de l'atelier est d'impliquer les différents acteurs nationaux au processus de révision pour enrichir les projets de test afin qu'ils prennent en compte les préoccupations actuelles et futures de toutes les parties prenantes. Pour attirer l'investissement privé, il faut un cadre attractif et légal. La question préoccupe le gouvernement qui entend relever le secteur minier. Les projets de cette sortie contribueront rapidement à la mise à jour de notre code minier vétuste. Je vous invite à ne négliger aucune dimension technique, socio-économique de ce code, qui constitue un document très important
pour la valorisation des ressources minérales et je souhaite que vous accordiez une attention particulière. Cette relecture du code minier communautaire est confiée au cabinet Kéré. Les travaux de 2 jours viennent en prélude à l'atelier régional de Ouagadougou en mars 2017. Et sachez maintenant que Cotonou abrite la réunion régionale des ordinateurs nationaux et régionaux du FED, le Fonds européen du développement. En 48 heures, les experts des pays ACP vont examiner le rapport d'évaluation du partenariat avec le FED. C'est un reportage signé William Tchoki. Plusieurs experts en provenance pour la plupart de l'extérieur se penchent sur des points d'évaluation et de stratégie du financement du développement. Il est question de la mise en œuvre des programmes indicatifs nationaux et régionaux du 11e FED et le document de stratégie intra-Afrique, Caraïbes, Pacifique et programme indicatif 2014-2020. Au cours de cette rencontre de haut niveau, les experts vont également procéder à l'examen de la stratégie de développement du secteur privé du 11e FED, la coopération sud-sud et triangulaire. Des communications sont prévues durant les 48 heures et les participants se feront une idée du partenariat renouvelé avec les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique et le nouveau consensus européen sur le développement. Voilà, c'est un reportage de William Tchoki. Autre élément de l'actualité de ce 13h, le ministre des Enseignements maternels et primaires apporte son éclairage au sujet de la grève des enseignants de la maternelle et du primaire. Depuis quelques jours, vous le savez, ces enseignants sont en grève pour fustiger l'intégration de cadres retraités dans l'encadrement des enseignants. Salimane Karimou donne sa version des faits à travers un entretien diffusé sur l'émission 5 sur 7 matin. Il est interrogé par Mesme Adisson. Il s'agit tout simplement d'une petite réforme qui concerne l'encadrement pédagogique des enseignants. Un petit projet que les acteurs syndicalistes et l'administration scolaire ont mis en place ensemble, ont validé. Alors, de ce point de vue, si c'est validé à une assemblée générale à valeur délibérative du conseil sectoriel pour le dialogue social, et que ce soit 3 semaines plus tard que l'on estime que ce n'est plus bon, alors souffrez que je ne suis pas dire que la grève est juste. De la partie syndicale, on a estimé que d'ailleurs, on n'en veut plus. On n'en a plus besoin. Alors, nous avions estimé que l'héritage que nous sommes en train de gérer, avec tout ce qu'il contient, mérite quand même d'être mieux géré. Sans toutefois perdre de vue, n'est-ce pas, l'encadrement pédagogique des enseignants. C'est pourquoi également nous avons dit, si les 52 inspecteurs encore en activité au plan national sur un besoin de 120 sont utilisés à des structures étatiques qui ont besoin nécessairement des gens en activité, il faut alors que de façon pédagogique, de façon concrète, les enseignants puissent être encadrés par ceux-là. Nous n'avions pas attendu la fin du mouvement de grève pour les rappeler pour une autre séance de négociation. Et même pendant la période de grève, nous avons continué à négocier avec eux et nous allons nous retrouver d'ici vendredi pour discuter entre nous. D'un autre côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé à l'installation des 9 membres du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, en abrégé COUS-AC. L'occasion de rappeler les missions de cet organe du campus conformément au décret du 30 novembre dernier. Clotaire Aroueko, Bénédicte Amouzou et Patrick Beno pour les détails. Voilà manifestement un petit souci avec cet élément. Nous poursuivions tout de même ce 13h. Et un autre sujet, l'association interprofessionnelle de coton sème la joie dans le cœur des producteurs de l'or blanc de la commune de Kandi. 365 millions de francs CFA ont été donc soldés pour le compte de la deuxième décade. Firmin Bassao et Olviga Mensan.
De l'oxygène pour les producteurs de coton de la commune de Kandi. 365 millions de francs CFA sont débloqués par l'AIC au profit de 35 coopératives villageoises de producteurs de coton comptant pour la deuxième décade. Par le passé, ce n'était pas comme ça. Donc pour dire que nous avons constaté un changement. Avant, c'était au niveau de perception qu'on allait percevoir nos sommes. Et là-bas, quand ça se passait, ils mettaient l'argent dans un sachet et puis ils nous remettaient. Des fois même, on constate des pertes, des manquants, parce que des fois ça manque 10 000, d'autres ça manque 20 000. Et arrivé au village, c'est un autre problème avec les producteurs. Vraiment, je suis très content. Cette année, on a vu qu'autour, on perd notre argent et qu'on est content. C'est que j'ai senti de la joie dans le visage donc, des producteurs qui ne s'attendaient pas que l'AIC tienne sur Paris de payer les fonds coton. Parce qu'il y a eu de mauvaises langues qui pensaient que l'AIC ne pouvait pas tenir. Nous sommes sûrs qu'au niveau de l'AIC, nous prendrons les dispositions pour qu'avant la fin du mois d'avril, tous les fonds coton soient payés dans les mains des producteurs. Mais au-delà de cette liesse, il est à déplorer le comportement peu recommandable de certains producteurs. Le cas le plus dramatique et déplorable, certains producteurs mettent du caillou dans leur coton pour gagner de poids. C'est surtout à l'usine CCB de Kandi où le CI nous a présenté une dizaine de sacs remplis de cailloux et de gros morceaux de cailloux. Des conseils sont allés à l'endroit des producteurs pour un changement de comportement afin que le coton béninois reste un label. Et on note à présent que les travaux d'urgence de réfection du réseau routier Canton pour la campagne cotonnière 2016-2017 sont achevés. L'annonce a été faite lors d'une séance de travail initiée par la Commission nationale de suivi et de supervision. L'objectif est de faire le point des réalisations. Le compte-rendu est signé Ramatou Lawani et Aurélie Sauton. Le programme d'urgence de réfection en régie de pistes rurales pour la campagne cotonnière 2016-2017 lancé par le gouvernement a connu une issue heureuse. Sur un linéaire de 4507 km prévu, 4458 ont été réalisés dans un délai de 15 jours. Plus d'1,123 milliard ont été consommés sur environ 1,128 milliard initialement prévus. La présente séance de travail a été l'occasion pour chaque directeur départemental des infrastructures et des transports de rendre compte du niveau d'exécution au niveau départemental. Même si les bénéficiaires ne sont pas satisfaits à 100%, vous avez quand même fait ce qu'on vous a demandé de faire. Le directeur de l'entretien routier et ses collaborateurs aussi, qui ont fait un suivi millimétré, moi je l'ai fait ici. Le directeur de la gestion de suivi des infrastructures et ses collaborateurs aussi ont donné des leurs pour que ça réussisse. Les transporteurs, nous tenons à remercier d'abord la direction et le gouvernement. Ces pistes nous ont beaucoup facilité la tâche. Les directeurs départementaux n'ont pas manqué d'exposer les difficultés rencontrées. Entre autres, le délai court d'exécution des travaux, la mobilisation tardive des ressources financières, la présence d'eau ou d'affleurements rocheux sur certains axes, l'inexistence de matériel approprié. Il est donc souhaité que des approches de solutions soient trouvées avant la prochaine campagne. Et dans la suite de ce 13h, retenez que le Centre national d'essais et de recherche des travaux a organisé à l'intention de son personnel un séminaire de formation sur les exigences du management de qualité. C'est une formation qui vise à promouvoir la compétence au niveau du personnel et offrir également des services de qualité à la clientèle. William Tchoki pour les détails. À travers cette formation, le CNRTP et tout le ministère des Infrastructures et des Transports entendent jouer leur partition dans le mécanisme d'exécution des projets inscrits au programme d'action du gouvernement. Les participants seront entretenus par le formateur sur d'abord les exigences relatives au management de qualité, que ce soit les dispositions structurelles et organisationnelles, le système de management et la politique de qualité, la maîtrise de la documentation, l'organisation de la revue des demandes, les appels d'offres et contrats. Cette formation prend aussi en compte les autres composantes du personnel du Centre national d'essais et de recherche
des transports publics. Il s'agira pour le CRTP d'offrir à ses clients les prestations de qualité, vérifiables, justes et conformes. Il s'agira également pour vous d'avoir une aptitude transparente et équitable envers vos clients. Au niveau des exigences de management, il faut voir globalement l'organisation, le fonctionnement du labo et également les relations avec les clients. Et ça, c'est un élément essentiel parce qu'on peut avoir des résultats justes et ne pas avoir de bons résultats avec les clients et les clients peuvent aller ailleurs. Le centre a pour mission de contrôler la qualité du sol, du fer et autres matériaux avant toute action de construction. Aujourd'hui, le CNRTP enclenche une transformation qualitative de ses laboratoires, promouvoir la compétence du personnel technique pour répondre aux exigences de la norme ISO 17025 version 2005. On en vient maintenant à ce lancement du film documentaire sur l'exploitation économique des enfants dans les marchés du Bénin. L'objectif est de lutter contre ce phénomène qui prend de l'ampleur dans le pays. Blaise Adampo et Petroni Lokoso. Les statistiques en disent long. Selon une enquête réalisée en 2013, dans 3 grands marchés du Bénin, plus de 7500 enfants sont soumis à une exploitation économique. Une situation que retrace ce film documentaire intitulé « La vie des enfants dans les marchés d'Antopa, Wando et Azeke du Bénin ». C'est un film qui dénonce l'exploitation économique des enfants dans les marchés. Donc cela retrace la vie de ces enfants qui sont des enfants placés, des enfants confiés à des commerçants que des adultes exploitent véritablement dans les marchés pour vendre différents produits. L'heure est grave. La lutte contre le travail des enfants doit être collective. J'appelle les autorités, les organisations de la société civile, les commerçants, les usagers des marchés, les parents à prendre leurs responsabilités et jouer leur rôle qui est celui d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Le film que nous mettons donc ce jour à la disposition des acteurs et des populations est la preuve que le gouvernement continue de s'investir dans la lutte contre le phénomène du travail des enfants. La question de l'élimination du travail des enfants reste notre bataille commune. Ce film documentaire de 13 minutes servira d'outil de sensibilisation pour tendre vers l'éradication du fléau, le travail des enfants au Bénin. Du 19 au 21 janvier 2017, des personnes handicapées sont en formation. Ils sont donc formés sur les techniques de lobbying et de plaidoyer sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. C'est une formation organisée par le groupe d'études, de suivi et de réalisation des initiatives de développement GESRID ONG. Il est également question de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Reportage Rosemonde Tiakwe, Ghislain Kogué. Une formation de 3 jours au profit des personnes handicapées. C'est à la Maison de la Société Civile qu'a démarré la dite formation ce jeudi. Il sera question de donner aux personnes handicapées des outils et techniques nécessaires pour porter, soutenir et défendre des projets de loi par le lobbying et le plaidoyer. La cérémonie officielle de lancement de la dite formation a été l'occasion de rappeler aux bénéficiaires de cet atelier de formation les objectifs spécifiques de l'initiative. Faire les lobbying et plaidoyer en direction des autorités parlementaires, les autorités gouvernementales et les députés. Renforcer les capacités des réseaux des organisations des personnes handicapées sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et sur les techniques de lobbying et de plaidoyer. À terme, les participants à la formation seront invités à travailler à l'adoption du projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, un projet de loi en souffrance à l'Assemblée nationale. L'initiative est soutenue par le peuple canadien. Par ce soutien, l'ambassade du Canada veut souligner l'attachement du Canada à la gouvernance inclusive et responsable, au pluralisme pacifique
et elles respectent de la diversité. C'est donc après cette formation que commence pour ces personnes handicapées le véritable combat pour la reconnaissance des droits de ces personnes humaines sur lesquelles la société tend à porter un regard quelque peu péjoratif. Et on parle à nouveau de renforcement de capacité, cette fois-ci des responsables de l'armée de terre en vue de la réussite de leur mission républicaine. La cérémonie de lancement du séminaire de formation a eu lieu au camp Guézo à Cotonou. Patrick Benou et Jean-Claude James. Commandants de bataillons, de groupements et d'écoles. Leur mission, assurer la défense du Bénin. Un cahier de charge qui a motivé cette séance de renforcement de capacité intitulée « Séminaire des chefs de corps ». Ça part d'un diagnostic qui a été fait par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Baguidi. Et ce diagnostic étant très sombre, il a décidé de mettre en branle sa politique. Et cette politique se base en fait sur les directives du ministre de la Défense nationale et les instructions du chef d'état-major général. Donc, se basant sur ça, il faut qu'il donne cette directive à lui, à ses subordonnés, qui sont les chefs de corps. Le débat sur le terrorisme ne sera pas exclu de cette formation de 2 jours où 12 formateurs vont partager leur expérience avec 28 chefs de corps de l'armée de terre et commandants d'école. Ces instructions sont contenues dans ce que nous appelons un plan d'action. Et ce plan d'action n'est pas fait au hasard. Il se base sur déjà l'environnement régional, l'environnement sous-régional, donc ce qui implique ce dont vous venez de parler, les conflits, les guerres civiles, les conflits asymétriques que nous avons aujourd'hui au niveau de la sous-région. Il faut rappeler que l'armée de terre est constituée de 21 corps répartis sur l'ensemble du territoire national. L'éducation à la culture de la paix, c'est le sujet qui préoccupe les acteurs impliqués dans l'éducation et la paix au Bénin. Il s'agit d'une initiative du Centre panafricain de prospective sociale avec le soutien financier de l'ambassade du Japon plutôt. Les travaux durent 2 jours. Sécurité, nous n'avons que le choix de renforcer les mécanismes de vivre ensemble. Les participants à cet atelier ont pour mission d'étudier les modalités pratiques d'introduction de la culture de la paix dans le système éducatif. Le manuel d'éducation à la paix, aux droits de l'homme, à la citoyenneté, à la démocratie et à l'intégration de la CEDEAO servira de référence aux différentes communications et divers échanges. N'empêche. Au nom de Dieu, il est arrivé qu'on tue et qu'on massacre des innocents, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la cause, avec parfois la juste cause que l'on prétend défendre. Il est extrêmement urgent aujourd'hui de moraliser l'usage que nous faisons de Dieu. Réflexion pertinente à bien des égards selon le professeur Albert Tevoidjre. Il faut moraliser Dieu, c'est-à-dire il faut mieux le comprendre, mieux le connaître et le voir dans la bonté et le voir dans l'utilité que nous faisons de son nom pour améliorer le monde. C'est de cela qu'il s'agit. Et améliorer le monde, c'est le développer. Le développement est le nouveau nom de la paix. C'est ce que nous allons mettre en avant en essayant de faire en sorte que chaque dialogue enfante une action concrète pour que la société environnante soit meilleure, soit élevée. Et pour le Japon, bras financier de cette rencontre, le dialogue interreligieux reste une condition nécessaire pour la paix dans le monde. Une note d'excellence dans ce 13h, les meilleurs inventeurs du concours de l'innovation Bénin 2016 sont désormais connus. Il s'agit d'une initiative de l'Agence béninoise des résultats de recherche et d'innovation technique. La cérémonie de remise de prix a eu lieu ce jeudi à Lisba, à Cotonou. Patrick Benou et Blaise Adampo. Ils sont enfin connus, les 6 lauréats retenus dans les 3 domaines du concours de l'innovation Bénin 2016. Les membres du jury, que je remercie ici au passage, ont fait un travail remarquable et je crois que les innovateurs les ont félicités pour leur objectivité. Et ce travail difficile, car j'imagine les difficultés qu'ils ont eues à choisir
parmi tant d'innovations dont les niveaux sont aussi élevés les uns que les autres. Par la voix de leur porte-parole, les heureux du jour n'ont pu cacher leur émotion. Je remercie toute l'assistance et je félicite également les membres du jury pour leur impartialité. Le directeur général de l'Agence béninoise de validation des résultats de recherche et d'innovation technique revient sur les motifs de l'organisation de ce concours. La raison principale est que le Bénin n'est pas inscrit dans la logique de développement industriel qui passe nécessairement par l'innovation, l'invention, la production, la transformation et la commercialisation. Il est donc nécessaire que le Bénin s'inscrive dans cette logique sans laquelle le développement n'est pas possible. Avec de telles initiatives, le Bénin amorcera sans doute une nouvelle étape de son développement. Et puis, dernier élément de ce 13h, on parle de la commémoration des 20 ans d'existence de l'Institut des artisans de justice et de paix. Il s'agit d'une institution vouée à la recherche de réponses et à l'épanouissement intégral de l'homme. Ce jubilé de l'IAJP permettra de faire le bilan et d'ouvrir des perspectives pour l'institution. Brice, comptons-nous. Mettre l'homme au centre de tout. C'est le credo autour duquel est célébrée cette année jubilaire de l'Institut des artisans de justice et de paix. Abrité par la Conférence épiscopale du Bénin, l'IAJP organise des recherches et des formations sur les problématiques en phase avec la doctrine sociale de l'Église catholique. Nous voulons mettre l'homme au centre de tout, l'homme vivant, l'homme debout. Et ceci me rappelle une parole qu'on attribue à saint Thomas d'Aquin. Si quelqu'un a faim et qu'il vient à toi, ne lui fais pas une catéchèse, donne-lui à manger. Cet événement est aussi l'occasion pour évoquer le bilan de l'IAJP. On retiendra des 20 ans que l'IAJPCO est un cadre de réflexion et d'échange à travers l'organisation depuis 2004 jusqu'à nos jours des conférences sociales mensuelles publiques. Ces rencontres sont des occasions d'échange entre personnes ressources et citoyens de profils divers, soucieux de la chose publique, dans les 85 écoles et collèges où nous intervenons directement à ce jour pour une cible directe d'environ 20 000 enfants et jeunes. Un parcours qui a marqué les pionniers de l'institution. J'ai été fortement marqué par l'évolution rapide du domaine. Créé depuis le 22 décembre 1997, l'IAJP est une initiative de feu Monseigneur Isidore de Souza et du père Raymond. Voilà, c'est la fin, et excusez la chute brutale de cet élément, j'allais dire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent après-midi et à très vite.